Salut les aventuriers! Aujourd'hui, je voulais partager deux thématiques importantes à mes yeux. La première, c'est le réglage ergonomique des commandes pour une moto sur mesure en off-road. Et la deuxième, c'est les équipements indispensables à installer sur sa moto pour faire du tout-terrain. On commence par des modifications qui font une grosse différence mais qui sont totalement gratuites, le réglage de l'ergonomie générale de notre poste de pilotage. On est tous différents et pourtant on roule tous sur les mêmes motos. Comme lorsque vous vous installez au siège d'une voiture, vous allez régler sa distance au pédale, son inclinaison et sa hauteur. Quand on passe au poste de commande d'une moto, il y a un certain nombre de réglages à faire pour s'approprier le poste de pilotage. Ces réglages ils vont permettre d'être plus à l'aise au guidon, mais aussi d'opérer les commandes de manière plus efficace, quelle que soit notre position. Malheureusement, il y a peu de motards qui prennent le temps de faire ces réglages et ça fait vraiment la différence entre une moto qui est OK et une moto qui est top. Ça fait aussi la différence entre des crampes aux avant-bras à la fin de la journée et aucune douleur après avoir fait plusieurs heures de off-road. Certains principes qu'on va partager ici vont être applicables à d'autres univers de pratique, mais la grosse différence avec une moto aventure, c'est que les réglages qu'on va effectuer, il faut qu'ils s'adaptent à la position assise et à la position debout. Donc ici, tout est une question de compromis. L'objectif, c'est de trouver un juste milieu entre confort et efficacité. En tout terrain, on est beaucoup plus mobile que sur l'asphalte. On passe d'une position debout à une position assise, on contrebalance à gauche et à droite. Et finalement, il faut s'assurer que l'accès aux commandes et leur opération soient optimales, quelle que soit notre position. Allez, on attaque par l'angle du guidon. On commence par ça parce que l'angle du guidon va influencer votre posture et par la suite la position des commandes. En off-road, le guidon est particulièrement important. Bien sûr pour orienter la roue avant, mais aussi parce que c'est l'un des deux points de contact qu'on a avec la moto pour maintenir notre équilibre en tant que pilote. Généralement en sortie d'usine, les guidons sont un petit peu plus inclinés vers le pilote pour avoir une position relaxée et un accès aux commandes plutôt facile. Le problème, c'est que quand on se lève sur les cale-pieds, on se retrouve avec les commandes qui sont très proches de nos épaules, voire nos épaules qui sont en avant du guidon. Et ça, c'est vraiment pas l'idéal. L'objectif, c'est d'avoir une continuité entre l'avant-bras et le dos de la main, sans cassure du poignet au niveau vertical ou au niveau horizontal. Il faut trouver un juste milieu pour atteindre cette position de confort quand on est debout, mais il faut quand même que ça reste confortable quand on est assis. Donc pour faire ce réglage, en général, vous avez juste besoin d'une clé Allen. On va devoir desserrer les 4 vis des deux pontets au niveau du guidon ici. Donc vous n'avez pas besoin de les desserrer complètement. Il faut juste les desserrer pour pouvoir pivoter le guidon vers l'avant. De manière générale, on peut essayer d'aligner le retour du guidon ici avec les fourches. Donc là, je devrais être à peu près aligné. Et c'est dans cette position qu'on va avoir la meilleure influence sur la roue avant. Un autre repère que vous pouvez utiliser, c'est d'essayer d'avoir les extrémités du guidon parallèles au sol. Donc en effectuant une rotation vers l'avant, je vois qu'ici, mes poignets sont à peu près parallèles avec le sol. Avec ce repère des poignets parallèles au sol, si je regarde l'alignement du retour du guidon avec mes fourches, c'est à peu près bon. Donc je vois que mon guidon il est un poil plus en avant, peut-être 1 degré plus en avant. Donc suivant la forme de votre guidon, ça va être plus ou moins possible d'avoir les poignets parallèles au sol et le retour aligné avec vos fourches. Les guidons orientés off-road, ils sont en général plus droits, mais sur la Super Ténéré, on voit bien que le profil du guidon est plutôt orienté route, avec un retour vers le pilote assez prononcé. Dans tous les cas, il vaut mieux que le guidon soit un petit peu trop vers le pilote qu'un petit peu trop vers l'avant. Qu'est-ce qu'on fait quand on oriente notre guidon trop vers l'avant? On rapproche l'extrémité du guidon de la colonne de direction. En faisant ça, on réduit littéralement l'influence qu'on a avec le guidon sur la roue avant. Une fois que vous pensez avoir un réglage optimal en position debout, vous pouvez confirmer que c'est toujours le cas en position assise. Donc on s'assoit au centre de la selle, pas trop vers l'avant, pas trop vers l'arrière, le buste relaxé. Et l'idée c'est d'avoir accès au poignet avec les bras légèrement relaxés, pas de cassure entre le poignet et l'avant-bras. Et généralement on peut compenser la rotation qu'on a effectuée sur le guidon en relevant légèrement les coudes. Une petite précision importante pour le serrage des pontets. Si on regarde le pontet ici, il y a un côté qui est plus long que l'autre. Le côté le plus long, il va vers l'avant. Donc on va d'abord serrer métal contre métal sur l'avant. Et c'est ensuite en serrant derrière qu'on va vraiment effectuer cette action de pince autour du guidon. Donc pour les vis qui sont sur l'avant, là je suis en contact avec le métal. Je n'ai pas besoin de serrer très fort, comme ça c'est suffisant. Donc pareil ici, hop, comme ça c'est suffisant. Donc j'ai bien
mes deux pièces qui sont en contact ici. Et maintenant, je viens serrer comme il faut en bas. Donc une fois que j'ai serré fort une première fois, je peux serrer 4 fois comme ça, bien fort. Ok, et là ça va pas bouger. Donc à partir de ce réglage de l'angle du guidon, on va pouvoir maintenant s'occuper des leviers d'embrayage et de frein. On va commencer par régler la hauteur des leviers. Donc généralement en sortie d'usine, les leviers sont réglés assez haut. Et ici, vous voyez qu'en position assise, il n'y a pas de souci, j'ai pas de cassure au niveau du poignet. Par contre, si je me lève et que je veux toujours avoir accès à mon levier, on voit ici que j'ai mon poignet qui est cassé. Donc pour résoudre ce problème, il va falloir descendre le levier légèrement. Donc ici, c'est assez simple, vous avez besoin d'une clé Allen. Donc vous pouvez desserrer tranquillement. Et on va venir donc baisser notre levier de manière à l'avoir accessible quand on est assis ici sans cassure du poignet et que quand je me lève aussi, j'ai pas de cassure du poignet ou très peu. Donc il faut trouver un juste milieu. Donc ça serait l'idéal en off-road, mais c'est vrai que quand je suis assis, il faut vraiment que j'aille chercher le levier assez loin. Donc on essaye de trouver un entre-deux entre la position off-road et la position assise. Là, je suis bien quand je suis debout et je suis bien quand je suis assis aussi. 3 petites astuces ici. La première, c'est de placer un petit bout de serre-flex, comme celui-ci, entre le guidon et la pince qui maintient le levier. Ça va nous permettre, combiné à un serrage modéré, de pouvoir ajuster le levier comme ça à la volée. Aussi, ça offre une certaine flexibilité et on va s'assurer qu'en cas de chute, le levier bouge plutôt qu'il ne casse. En gros, ça va permettre d'amortir la chute. La seconde astuce, c'est de déplacer le levier au plus proche du Neyman. Donc je vais faire pivoter mon levier comme ça et je vais le mettre au plus proche du Neyman. Donc moi je suis limité par la fixation de mes garde-mains ici, mais on va dire que là c'est pas mal. Comme ça on va pouvoir opérer le levier à son extrémité ici. Comme lorsqu'on utilise une barre de levier en mécanique, on aura besoin de moins de force et on aura aussi une plage d'utilisation plus fine et plus précise que si on l'opérait par exemple ici. La troisième et dernière astuce, c'est pour ceux qui n'ont pas des leviers rabattables comme ceci. Vous pouvez effectuer un petit trou à la base de cette boule ici qui est à l'extrémité du levier. Et ça va fragiliser le levier à ce niveau-là et ça va offrir un point de rupture en cas de chute. Comme ça, vous allez casser votre levier plutôt ici et pas à la base du levier, auquel cas vous allez être immobilisé en fait et vous ne pourrez plus utiliser votre embrayage. Donc une fois que vous avez trouvé votre réglage, il n'y a plus qu'à verrouiller. Donc comme tout à l'heure, on va serrer en premier la vis du haut jusqu'à contact avec le métal. Donc pas besoin de serrer très fort. Et ensuite le serrage va s'effectuer avec cette vis du côté pilote. Et moi, donc là je suis trop serré, j'ai pas de mobilité dans mon levier, donc je vais desserrer davantage. Voilà, et là je peux bouger mon levier à la main, donc je pourrais faire des micro-ajustements. Et en cas de choc, mon levier pourra bouger librement. Comme vous ne serrez pas très fort ici, vous pouvez mettre une goutte de frein filet si vous voulez, pour être sûr que ça ne se desserre pas. Donc bien sûr, ce réglage, vous l'effectuez aussi sur le frein avant. Donc vous abaissez le levier, vous l'approchez du Neyman, vous vérifiez que la position soit agréable avec le poignet non cassé debout et que le levier soit toujours atteignable quand on est assis. Donc là, je suis pas mal. Même principe, la vis du haut en contact avec le métal et la vis du bas, on la serre un tout petit peu, pas trop fort, de manière à pouvoir faire des ajustements à la volée. C'est OK pour la hauteur des leviers. Maintenant, on va régler la distance par rapport au guidon. Donc quand on opère le levier, on va l'opérer entre la phalange distale et la phalange médiane ici. Comme ça, c'est là où on a le plus de force et c'est là où on va moins se fatiguer. Moi, j'ai des leviers ajustables. Donc j'ai simplement ce petit taquet ici qui vient régler la distance par rapport au guidon. Donc 6, c'est la position la plus lointaine et 1, c'est la position la plus proche. Si vous n'avez pas ça, en général, vous aurez une molette avec des chiffres ou bien vous pouvez avoir un système, si vous avez un embrayage à câble par exemple, avec un écrou et un contre-écrou. On verra ça tout à l'heure sur la poignée de gaz. Donc pour le levier d'embrayage, ce qui compte, c'est de pouvoir débrayer complètement sans venir en contact avec nos deux doigts ici qui sont enroulés autour du guidon. Si je dois me broyer les doigts pour débrayer complètement, c'est qu'il y a un souci. Il faut que je recule mon levier d'embrayage. Donc pour faire ce réglage, c'est plutôt simple. Je vais me mettre au point mort, je vais démarrer mon moteur et je vais placer mon levier
à quelques millimètres de mes doigts du guidon. Ça, c'est la position du levier dans laquelle l'arbre moteur doit être déconnecté de la boîte de vitesse. Donc on va faire le test. Ici, j'ai mis le levier en position le plus proche possible du guidon pour qu'on voit un petit peu l'effet que ça va avoir sur l'embrayage. Donc là, je suis au point mort, je passe ma première, hop, je cale. Donc ça veut dire que mon levier est beaucoup trop proche. Donc je vais le reculer et je vais le mettre en position 3. Donc je me remets au point mort. J'approche mon levier à quelques millimètres de mes doigts et je passe la première. Donc là, j'ai pas calé, mais par contre, on a vu que la moto, elle a avancé. Donc c'est pas l'idéal. D'ailleurs, on voit bien que là, je suis en train de me broyer les doigts pour avoir la moto en position stationnaire. Donc ça veut dire qu'il faut que je recule encore mon levier. Donc je vais le mettre en position 4. Je me mets à quelques millimètres toujours. Je passe ma première. Là, je sens qu'il y a un petit mouvement vers l'avant encore. Donc il faut vraiment que je me mette en position 5. Voilà, en position 5. Si je passe ma première, là, ma moto n'avance plus. Je ne suis pas en contact avec mes doigts du guidon. Donc tout va bien. Là, le réglage de la distance du levier, il n'est pas encore tout à fait fini. Donc ce qu'on veut, c'est que la zone de friction de l'embrayage, elle se trouve au plus près du guidon. C'est-à-dire que dès que je commence à relâcher mes doigts, l'arbre moteur se connecte à la boîte de vitesse et la moto commence à avancer. Si mon réglage est trop loin, je vais devoir relâcher mon levier avant de sentir l'embrayage qui s'enclenche. Et ça va pas être idéal parce que non seulement on n'a pas beaucoup de précision avec les doigts tendus, mais en plus on va se fatiguer beaucoup plus vite. Donc pour finaliser ce réglage, je redémarre ma moto au point mort. Je me place, comme on a vu tout à l'heure, à quelques millimètres de mes doigts du guidon. Je passe ma première. Là, tout va bien, la moto n'avance pas. Mais je veux que dès que je relâche mes doigts, la moto commence à avancer. Est-ce que c'est le cas ici? Donc effectivement, je sens le mouvement là. Donc vous ne le voyez peut-être pas à la caméra. Mais dès que je relâche mes doigts, je sens bien que la moto veut partir. On va faire un petit test, c'est qu'on va éloigner encore le levier. Et là, vous voyez, il ne se passe rien. Je dois relâcher sur 3-4 mm avant que la moto commence à avancer. Donc c'est cette course libre qu'on veut réduire. Donc là, le levier est réglé un petit peu trop loin. Donc finalement, mon réglage idéal sur ce levier-là, c'est la position 5. Après, à vous de déterminer quel est votre réglage idéal en fonction du système que vous avez. Pour le frein avant, c'est le même principe. Je veux pouvoir freiner à pleine puissance sans avoir à broyer mes doigts qui sont autour du guidon. Là, je vois que je ne peux pas freiner assez fort sans me faire mal aux doigts ici. Donc je vais reculer de au moins 2. Donc ici, là, je sens que je peux freiner très fort. Je suis au plus près du guidon, c'est là où je vais avoir le plus de force pour freiner. Si on met le levier trop loin, on n'a pas assez de force. Là, je suis en train de l'opérer avec le bout de mes doigts. Et s'il faut freiner très très fort, j'aurai davantage de force ici en position 4 pour vraiment amener le levier au plus près du guidon, tout en restant assez loin de mes doigts ici. Voilà, tout est OK au niveau du guidon. Il n'y a plus qu'à ajuster vos protège-mains si vous en avez et vos rétroviseurs. Pour le serrage des protège-mains, même principe que pour le levier, on essaye de serrer pas trop fort pour pouvoir permettre le mouvement en cas de chute. Dernier ajustement à faire au niveau du guidon, la poignée d'accélération. Mais avant ça, les amis, on a besoin de vous. Dans la dernière vidéo, on a suscité l'intérêt de quelques spectateurs en disant qu'on se lançait dans le coaching. Mais pour pouvoir proposer quelque chose qui vous va bien, on a besoin de votre avis. Alors si vous pouvez prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire dont on met le lien en description, ça nous aiderait énormément. Allez, on continue. Donc pour ce réglage, on veut retirer la course libre de la poignée d'accélération, c'est-à-dire la rotation qui va être nécessaire de faire avant que les gaz arrivent vraiment dans la chambre de combustion. En quelque sorte, c'est quand on tourne la poignée dans le vide et qu'il ne se passe rien. Donc on souhaite éliminer ça pour avoir une poignée d'accélération réactive. Donc si vous avez une moto récente avec beaucoup d'électronique, vous n'allez pas pouvoir faire ce réglage. Mais si vous avez une moto plus ancienne avec un câble d'accélération, comme la Super Ténéré ici, il va simplement falloir bidouiller le contre-écrou et l'écrou qui se trouve ici. Donc on doit enlever ce petit plastique qui n'est pas du tout facile à enlever. Donc moi j'ai fait une petite entaille pour pouvoir y accéder plus facilement. Donc ça c'est notre contre-écrou qu'on doit libérer. Et ensuite le réglage va s'effectuer en tournant ici. Donc pour effectuer ce réglage, on allume le moteur au point mort. Et on va venir jouer avec cette vis ici. Donc là, je vais me mettre par exemple très près du contre-écrou, là, à la limite. Et ce que je vois, c'est que, en gros, il faut que je tourne ma poignée de ça avant d'avoir des gaz. Donc c'est ce jeu-là qu'on souhaite éliminer. Donc pour ça, je dois reculer mon câble ici. Donc là, j'ai toujours un petit peu de jeu. Donc je le recule encore.
Donc là, je sens que j'ai plus de jeu du tout, hein. Une fois que vous voyez que vous n'avez plus de jeu, essayez de le rapprocher au maximum parce que parfois, si c'est trop tendu, quand vous allez tourner le guidon, l'accélérateur va se déclencher. Donc là, j'ai un tout petit peu de jeu. Là, j'en ai plus. Je place mon contre-écrou ici et je vérifie que l'accélérateur ne se déclenche pas quand je suis en butée. Donc je vais bouger un peu le trépied. Donc là, je suis en butée, il ne se déclenche pas. Là non plus. Ma poignée est vraiment réactive. Donc là, on a le réglage parfait. Vous n'avez plus qu'à remettre votre petit plastique. Voilà. Donc on est parti d'en haut, on continue à descendre et on s'arrête au niveau de la selle pour régler la hauteur de selle. Donc ça aussi, ça dépend de votre moto, mais je voulais simplement vous dire que sur la Super Ténéré, il y a deux hauteurs de selle qu'on va régler ici en fonction de la position de ce plastique ici là. À droite, vous avez un L pour low et à gauche, vous avez un H pour high. Donc moi, j'aime bien la position haute parce que malgré que je fasse 1,76 m, je suis pas très grand, cette position de selle un petit peu haut, elle me permet de verrouiller la moto entre mes jambes au niveau des genoux ici quand je suis en position debout. Et si je la mets en position basse, ma prise du châssis est moins bonne. Et ensuite, quand je dois poser mon pied par terre, simplement je décale. Bon là je suis sur la centrale, hein, mais sinon simplement je décale ma hanche comme ça et je pose mon pied à plat comme ça. Donc sur ma moto, je vais passer plus de temps à rouler qu'à l'arrêt. Donc je privilégie un réglage confortable quand je roule plutôt qu'un réglage confortable quand je suis à l'arrêt. On a fait le guidon, on a fait la selle, on finit par les commandes au pied et on commence par le sélecteur de vitesse. En sortie d'usine, sur la majorité des bécanes, le sélecteur est placé plutôt en position basse. Donc ça, c'est bien quand on cruise assis. Mais dès qu'on enfile nos bottes de cross et qu'on se met debout sur les cale-pieds, ça devient très difficile d'opérer le levier sans se contorsionner. Et quand on doit autant soulever notre pied du repose-pied pour passer la vitesse, on perd clairement notre équilibre et c'est pas l'idéal en termes de pilotage. Donc l'idée ici, ça va être de remonter le sélecteur pour l'avoir à peu près au niveau du repose-pied, voire un tout petit peu plus haut. Et ça va faciliter le passage de notre botte et ça va quand même nous permettre d'avoir une position confortable quand on est assis et optimiser notre passage des vitesses quand on est debout aussi. Donc pour ça, il y a différents systèmes. Donc moi, j'ai une tige de réglage ici avec deux contre-écrous. Donc il me suffit de débloquer mes contre-écrous ici. Et une fois que mes écrous sont débloqués, j'ai juste à tourner la tige comme ça pour la monter ou la descendre. Donc nous, on veut la monter un petit peu. Donc on utilise une clé pour voir à peu près à quel niveau on se trouve. Donc moi, je veux monter. Donc là, ça c'est le niveau de mon cale-pied. Là, je suis un tout petit peu plus haut que mon cale-pied. Donc là, je devrais être pas trop mal. Donc on fait un petit test en position debout. Je suis bien pour rétrograder et je suis bien pour passer à la vitesse supérieure. Même chose en position assise, j'ai toujours accès à mon sélecteur, il n'y a pas de problème. Donc là, clairement, on est pas mal. On peut verrouiller pour de bon le réglage qu'on a effectué à l'aide des contre-écrous. Alors, il y a un autre système de réglage en fonction du sélecteur que vous avez. Ça peut être une tige dentelée comme ça. Donc, vous avez simplement à desserrer l'écrou ici, à retirer votre levier de la tige dentelée, le remonter à la hauteur que vous souhaitez et le réenclencher dans sa nouvelle position. Et ensuite, vous n'oubliez pas de resserrer l'écrou ici. Et puis voilà. Ok, donc je voulais vous montrer le réglage de la hauteur de la pédale, mais il y a beaucoup trop de boue et le mécanisme est un peu grippé. Donc je vais aller laver la moto et puis on se retrouve ensuite. Ok, donc la moto est propre. On finit avec le réglage de la pédale de frein. Donc comme le sélecteur de vitesse, en sortie d'usine, la hauteur de la pédale est réglée plutôt basse. Donc ça, c'est confortable en position assise. Mais lorsque je me mets debout en off-road, ça va être beaucoup plus difficile d'atteindre la pédale. Et en plus, lors des freinages, si je dois reculer mon bassin en arrière et verrouiller mon châssis, donc on verra ça dans une prochaine vidéo, mais ça devient encore plus dur d'atteindre la pédale dans cette position-là. Donc l'idéal ici, ça va être de remonter un petit peu la pédale, comme pour le sélecteur, à peu près au niveau du repose-pied, voire un poil plus haut, pour que quand on soit dans cette position ici, on ait facilement accès à notre pédale de frein sans compromettre notre équilibre en tant que pilote. Donc pour ce réglage, c'est plutôt simple. J'ai toujours un contre-écrou ici, donc c'est du 12. Donc il faut simplement que je déverrouille mon contre-écrou là. Ensuite, je vais pouvoir le remonter. Et puis ensuite au-dessus, en dessous de ce caoutchouc là, j'ai un boulon de 10 et c'est ça vraiment qui va régler la hauteur de ma pédale. Donc là, vous pouvez voir que la pédale, elle remonte.
J'utilise ma clé un peu plus longue là pour voir à peu près le niveau. Donc là, j'ai toujours ma pédale qui est plus bas que ma clé. Donc je peux remonter encore un petit peu. Voilà, ça c'est le niveau de mon repose-pied. On voit que ma pédale de frein elle est un tout petit peu plus haut ici. Donc avec ce réglage, je devrais être pas mal. Donc sur la Super Ténéré, la pédale de frein elle est vraiment minuscule. C'est pas l'idéal, j'avoue. Mais bon, on fait avec. Donc la hauteur est réglée. Maintenant, j'ai plus qu'à verrouiller mon contre-écrou ici. Il n'y a pas besoin de serrer très fort. Hein. Ça va pas bouger ça. Donc maintenant, je vais juste vérifier en position debout. Et en position assise sur la moto ce que ça donne. Ok, donc en position assise, je peux atteindre ma pédale. Il n'y a pas de souci. Et en position debout, je peux l'atteindre et je peux aussi l'actionner simplement avec une flexion de ma cheville tout en gardant un contact avec mon repose-pied ici quand je suis en position de freinage. Donc c'est nickel. Comme vous avez changé la hauteur du levier, il faut penser à vérifier votre feu stop. Il y a un réglage à faire pour qu'il s'actionne au bon moment quand vous appuyez sur votre pédale de frein. Ça se passe là-dessous. Donc vous remettez ces deux vis pour stabiliser le système. Vous utilisez votre main droite pour appuyer sur la pédale et vous utilisez votre main gauche pour regarder le reflet du feu stop. Si jamais le feu ne s'actionne pas, vous avez simplement à modifier la hauteur ici avec cet écrou qui est sur cette tige du contacteur. Donc moi le réglage est bon comme ça, j'ai plus qu'à remettre mon protecteur. Donc voilà qui conclut notre session de réglage de l'ergonomie de notre moto. Avec ça, votre poste de pilotage devrait vraiment être pas mal. L'idée c'est vraiment d'offrir une bonne base pour qu'ensuite on puisse juste faire de petites modifications. Il faut vraiment se rendre compte que quand on modifie l'ergonomie de notre moto, ça a un impact sur notre posture et sur notre équilibre. Dans la majorité des cas, c'est la position du pilote qui va pas très bien et c'est pour ça qu'on ne se sent pas à l'aise aux commandes. Donc l'idéal après tous ces réglages, c'est d'aller rouler et de voir ce que vous ressentez. Évitez de tout rechanger d'un coup. Maintenant que vous avez une bonne base, faites des petits changements en fonction de ce que vous ressentez et surtout laissez-vous le temps de vous habituer à cette nouvelle configuration. Travaillez sur votre posture et vous verrez que vous finirez par vous y habituer à vraiment comprendre ce qu'il faudrait changer pour que votre posture soit meilleure et pour que vous ayez de meilleures sensations de pilotage. Allez, on finit avec le matériel indispensable, non négociable à installer sur sa moto si on veut faire du off-road. On va pas passer par 4 chemins, il y a 2 équipements indispensables à installer sur votre moto si vous voulez faire du off-road. Vous avez beau être le meilleur des pilotes, vous allez toujours vous challenger, essayer des trucs plus difficiles et vous allez finir par terre. Et si on ne veut pas passer son temps chez le mécano à débourser des sommes astronomiques, ou bien pire encore se retrouver coincé en plein milieu de la nature avec une moto en panne et pas de réseau, il faut investir dans du bon matériel. Le premier équipement dont il faut se munir, c'est de bonnes barres de protection. Les barres de protection, elles sont indispensables pour protéger les flancs de notre moto. Donc les flancs de la moto, ils ne sont pas là juste pour faire joli, ils protègent des éléments indispensables au fonctionnement de votre bécane. Par exemple sur la Super Ténéré, au niveau du flanc gauche, on a le ventilateur et le radiateur. À droite, on a tout le panel électrique avec l'unité de commande du moteur. Donc je suis très content du partenariat qu'on a mis en place avec Altrider. Ce partenariat, il n'est pas rémunéré, on a simplement eu un échantillon à tester en échange d'un petit peu de visibilité auprès de notre communauté. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Altrider, c'est une marque américaine. Ils sont basés à Seattle, dans l'Oregon, sur la côte ouest, et tout est produit là-bas. Donc à la base, ils se sont spécialisés dans la production d'accessoires pour les motos du segment aventure, avec notamment beaucoup d'équipements de protection, donc crash bar, sabot moteur, et pour à peu près toutes les marques de motos et tous les modèles. Aux US, c'est plutôt courant de voir des motos équipées de produits Altrider, mais c'est vrai qu'en Europe, la marque n'est pas très répandue malgré qu'il y ait des entrepôts aux Pays-Bas. Donc vous pouvez commander les produits à partir de n'importe quel pays d'Europe, sans souci d'importation ou de frais de douane. Si vous voulez jeter un coup d'œil à la gamme, vous pouvez visiter le site altrider.eu. Pour en revenir aux barres de protection, ce que j'ai vraiment aimé à la réception du produit, c'est la qualité des soudures. Tout est soudé à la main, au TIG à 360 degrés et sans écrasement des barres pour faciliter le process de soudure. Si on compare les soudures avec mes anciennes crash bars, on voit vraiment la différence. Le design général est aussi très bon
et tous les points d'ancrage sont connectés entre eux. Donc ça c'est important parce qu'en cas de choc, l'énergie elle est dissipée au lieu de se concentrer en un point unique. Et là je parle en connaissance de cause parce que sur mes anciennes barres de protection c'était pas le cas. Et après une chute, j'ai tordu une patte de fixation au niveau du cadre. Donc il a fallu disquer et ressouder une patte sur mesure sur le cadre et on aurait clairement préféré s'en passer. Donc si vous recherchez de bonnes barres de protection, je ferai attention à ces deux paramètres, la qualité des soudures et le design général au niveau des points d'ancrage. Pour moi, les barres Altrider, elles cochent les deux cases. Deuxième équipement indispensable à off-road, le sabot moteur. Parce que sur un terrain accidenté, on a vite fait de percuter un caillou bien tranchant avec le carter moteur. On a aussi la roue avant qui bombarde le moteur de cailloux de plus ou moins petit calibre. Et puis on a souvent le filtre à huile qui est en position assez vulnérable ici. Et donc tout ça, il faut que ce soit protégé. Contrairement aux barres de protection, on a souvent d'origine des sabots moteurs qui sont installés sur nos motos. Donc c'est bien si on fait des petits chemins et des manœuvres assez lentes. Mais si on est dans des terrains plus engagés avec beaucoup de cailloux, ça devient vraiment limite. Donc il faut s'équiper d'un sabot moteur robuste qui protège l'intégralité du dessous du moteur et également la face avant. Donc moi j'ai rénové mon sabot moteur de la marque sud-africaine Rumbux. J'en suis assez content, donc clairement la qualité des soudures c'est pas celle des produits Altrider, mais je pense que pour un sabot moteur c'est moins critique parce qu'on va pas avoir tout le poids de la moto qui va s'écraser sur le sabot. C'est vraiment des impacts assez rapides et ce qui compte c'est d'avoir le moteur qui est protégé. Ce sabot moteur ça fait quelques années qu'il nous suit, donc il avait besoin d'amour, mais après un bon petit traitement anti-rouille, quelques heures de ponçage et puis un après anti-rouille et quelques couches de peinture, je suis assez content du résultat. J'aime bien ces retours ici qui protège les parties latérales du moteur, donc ici le pot et le circuit de refroidissement, de l'autre côté l'embrayage, donc ça c'est vraiment pas mal. Bon, la plaque du dessous je vous l'accorde, elle fait la gueule, mais pour l'instant ça continue à faire l'affaire. Donc voilà qui conclut notre vidéo sur la préparation de la moto et les réglages à effectuer pour le tout-terrain. J'espère vraiment que vous allez vous pencher sur la question parce que ça permettra de partir sur de bonnes bases pour ensuite faire évoluer votre pilotage. N'oubliez pas de remplir le questionnaire et je vous mets aussi un lien en description vers un article un petit peu plus détaillé sur les équipements off-road pour la moto. Comme d'habitude, likez la vidéo, partagez, commentez et puis abonnez-vous les amis. Allez, salut!